Bien, alors après vous avoir parlé des mécanismes de l'évolution, on va voir un petit peu sur une échelle beaucoup plus large, donc macro-évolutive, quel est le déroulement de l'évolution et comment on peut le reconstituer ou l'inférer. Donc on va l'inférer par une discipline qu'on appelle la phylogénie. Et de nouveau, pour retracer les relations de parenté entre organismes, on va interroger les fameux caractères qui sont les témoins de l'évolution. Et une façon classique de faire, c'est ce qu'on appelle l'analyse cladistique. Alors, je vais vous montrer dans un petit exemple très simple que les caractères nous apportent de l'information sur ce qui s'est déroulé au cours de l'évolution, mais que cette information, il y a souvent des conflits. C'est comme dans la vie courante, quand vous interrogez différentes personnes, elles ne vous donnent pas forcément le même avis. Donc les caractères qu'on va interroger ici vont nous donner des conflits et on va voir comment résoudre ces conflits. Alors, comment gérer les conflits d'information quand vous voulez retracer les relations de parenté entre des tétrapodes, c'est-à-dire des animaux qui ont 4 membres, comme par exemple la salamandre, c'est ce qu'on appelle le groupe des amphibiens ou des lysamphibiens, un crocodile, un oiseau et un mammifère. En général, ce qu'on a l'habitude de faire quand on reconstruit les relations de parenté, c'est prendre une référence externe, qu'on appelle le groupe externe, qui va nous servir un peu de référence, qu'on a donc la salamandre ici. Et puis ce qu'on va essayer de tester, c'est les relations de parenté entre crocodile, oiseau et mammifère. Et pour ça, donc, on va regarder différents caractères. Alors, premier caractère, un caractère de l'appareil circulatoire. J'ai essayé de prendre des choses un petit peu plus concrètes que des substitutions de nucléotides ou d'acides aminés, comme je vais montrer tout à l'heure. Donc, je prends des caractères morpho-anatomiques. La crosse aortique, elle part à gauche chez les mammifères et à droite, à partir du cœur, chez les crocodiles et les oiseaux. Et on pense que la nouveauté évolutive, ce qui est important quand un caractère change, c'est savoir un peu quel est l'état ancestral et quel est l'état nouveau ou dérivé. L'état dérivé, je l'ai souligné, c'est une crosse aortique qui part à droite. Deuxième caractère, le métabolisme. Vous savez qu'on appelle communément les animaux à sang chaud ou à sang froid. On dit aussi ectotherme quand on dépend d'une source de chaleur externe et endotherme quand notre propre métabolisme contribue à maintenir constante la température corporelle. Eh bien, vous le savez probablement, dans les tétrapodes, les seuls endothermes sont les mammifères et les oiseaux. Les amphibiens, les crocodiles sont des ectothermes. Dernière caractéristique, je prends que 3 caractères. Pourquoi? Parce que quand tout le monde n'est pas d'accord, il vaut mieux être un nombre impair plutôt qu'un nombre pair. D'accord? Donc un nombre impair de caractères, c'est une petite caractéristique du crâne qu'on appelle la fenêtre antéorbitaire. Le crâne des tétrapodes, il y a certains crânes pour lesquels il y a une évolution vers l'allègement du crâne. Et pour alléger le crâne, les os arrêtent d'être parfaitement jointifs et ménagent ce qu'on appelle des fosses temporales ou des fenêtres temporales. Et puis il y a aussi des fosses supplémentaires, comme par exemple la fosse qui est antéorbitaire et qui, comme son nom l'indique, se situe en avant de l'orbite. Et ça, sur des crânes d'oiseaux, c'est très facilement observable, ou sur des crânes de crocodiles. Donc cette fenêtre antéorbitaire est présente, mais elle est absente chez les lysamphibiens, comme la salamandre, ou chez nous, les mammifères. Donc maintenant, quand vous voyez ça, vous vous dites, pour retracer les relations de parenté, des proches parents, ils partagent un héritage commun. Donc, ils partagent un certain nombre d'innovations évolutives en commun. Autrement dit, quand vous êtes proche parent au cours d'évolution, quand vous avez évolué à partir d'un ancêtre commun, cet ancêtre commun, il a légué à ses descendants un héritage, et cet héritage, eh bien, c'est les caractères qui sont nouveaux au cours de l'évolution. Donc on voit ici que les crocodiles et les oiseaux partagent 2 innovations évolutives, la crosse aortique à droite et la fenêtre antéorbitaire. Donc on se dit qu'au vu de ces 2 caractères-là, on aurait tendance à les rapprocher. La seule chose, c'est qu'on a un caractère qui est en conflit, qui nous dit l'inverse, qui nous dit « ah ben non, vu le métabolisme, les oiseaux ne sont pas proches des crocodiles, les oiseaux seraient plus proches des mammifères ». La base du raisonnement, si je prends par exemple le métabolisme à sang chaud ici, c'est de se dire que c'est une innovation évolutive qui est tellement remarquable que de maintenir corporelle sa température constante, qu'on a du mal à imaginer que ça soit apparu 2 fois au cours de l'évolution, indépendamment. Donc on préfère se dire que ça a dû apparaître une fois, et une fois chez qui? Chez l'ancêtre commun des espèces que l'on va rapprocher. C'est un peu ça la base du raisonnement. Si les innovations évolutives, notamment les innovations évolutives rares, elles n'apparaissent pas indépendamment, c'est plus économique, c'est plus parcimonieux quelque part d'imaginer que c'est apparu chez leur ancêtre commun. Et donc ça contribue à regrouper ensemble les espèces qui partagent les mêmes innovations évolutives. Sauf que là, vous voyez le problème du conflit, c'est comme si j'avais 3 personnes qui votent, on ne va pas s'amuser à dire qu'il y a des électeurs plus importants que d'autres. Alors vous allez me dire, aux États-Unis, il y a des grands électeurs, c'est un système électoral qui est un petit peu à part, qui est un peu particulier. On se dit que c'est peut-être bien de voter directement plutôt que de passer par quelqu'un. Donc c'est ce qu'on fait en phylogénie, on passe directement par les caractères, et les caractères, on ne sait pas comment les pondérer les uns par rapport aux autres.
Moi, je suis incapable de dire si c'est plus important d'avoir un bon métabolisme, une crosse aortique ou une fenêtre antéorbitaire, tout dépend de ce qu'on regarde. Comme il n'y a pas moyen de pondérer les caractères, on leur donne tous le même poids. Donc ici, on fait comme en démocratie, on fait voter les caractères et on donne priorité à ceux qui sont majoritaires. Et ceux qui sont majoritaires, vous voyez que ça va être ceux qui nous proposent 2 contre 1, le orange et le jaune vont proposer de regrouper crocodile et oiseau par rapport au métabolisme qui nous dit que oiseaux et mammifères, normalement, devraient être proches parents. Alors j'essaie de résumer ça sous forme de ce qu'on appelle un arbre phylogénétique, c'est-à-dire un arbre qui va représenter les relations de parenté entre organismes. Donc cet arbre, il a une origine qui, quelque part, schématise l'ancêtre commun hypothétique de nos organismes. On a notre référence qui sont les lysamphibiens ici, qu'on appelle le groupe externe. Et puis vous voyez qu'à partir de cet ancêtre commun, on considère que, par exemple, les crocodiles ont émergé en premier et que vous avez une parenté entre oiseaux et mammifères. Ça, c'est ce qu'on serait en droit de penser en voyant le caractère du métabolisme. Donc, si c'est ça, et j'essaie de placer la manière dont les caractères ont pu évoluer, vous voyez qu'on va supposer de manière la plus économique ou la plus parcimonieuse possible que le métabolisme est apparu une fois. Donc, il est apparu chez l'ancêtre commun des oiseaux et des mammifères, et les oiseaux et les mammifères possèdent ce caractère-là, puisqu'ils descendent de l'ancêtre commun chez lequel le métabolisme à sang chaud était apparu. Vous voyez le raisonnement ? En revanche, quand on fait ça, ça nous conduit à considérer que les oiseaux et les crocodiles ne sont pas proches parents l'un de l'autre. Vous voyez que c'est 2 branches indépendantes dans l'histoire phylogénétique. Donc ça conduit à penser que les 2 innovations évolutives qu'on a vues chez eux, la crosse aortique et la fenêtre, sont apparues 2 fois indépendamment. Donc l'idée, c'est qu'on fait voter ces caractères, et puis on voit combien de fois ils changent au cours de l'histoire évolutive. Et on voit que là, on a une hypothèse qui nous implique 5 changements dans l'histoire évolutive. Donc on parle de la longueur de notre arbre phylogénétique. Cette longueur, c'est 5 changements d'état de caractère. On dit des fois, pour être plus court, 5 pas. On fait 5 pas au cours de l'évolution par rapport au caractère qu'on a regardé. Alors bien entendu, on pourrait se dire que les crocodiles sont proches des mammifères. Alors ça, je vous le mets à titre d'exemple, mais vous remarquerez qu'aucun des caractères que j'ai interrogés ne suggérait cette relation de parenté-là. Si on fait ça, ça veut dire qu'on met ensemble 2 espèces qui ne partagent rien en commun. Donc ça veut dire qu'on est obligé de supposer que le sang chaud serait acquis 2 fois indépendamment au cours de l'évolution, et pareil pour les caractères jaune et orange. Vous faites le compte et vous voyez qu'on a une solution qui est moins économique ou moins parcimonieuse. Ça nous coûte 6 changements d'état de caractère. Et bien entendu, vous voyez où je veux vous emmener, on arrive à la solution la plus parcimonieuse. C'est le principe de cette approche qu'on appelle l'approche cladistique. L'approche cladistique, c'est une approche dans laquelle on raisonne caractère par caractère, et on regarde quelle est l'information phylogénétique apportée par chacun des caractères. Et ensuite, on applique le principe de parcimonie, c'est-à-dire d'économie maximale d'hypothèses, pour mettre d'accord tous les caractères qui sont en conflit les uns avec les autres. Et donc, cette solution la plus parcimonieuse, vous remarquerez qu'elle nous conduit à mettre crocodile et oiseau ensemble. En faisant ça, on peut supposer que le caractère jaune et orange n'est apparu qu'une seule fois au cours de l'évolution, chez l'ancêtre commun. L'ancêtre commun de qui ? Des 2 groupes qu'on va mettre ensemble, c'est-à-dire les crocodiles et les oiseaux. Le prix à payer, c'est que le métabolisme à sang chaud, vous voyez qu'on va être obligé de supposer qu'il est acquis 2 fois indépendamment. Alors ça, c'est les relations de parenté qui mettent le plus de personnes d'accord en biologie en 2014. C'est une parenté entre crocodiles et oiseaux, malgré ce que les apparences peuvent laisser transparaître, et les mammifères sont apparents plus éloignés. Et donc, tout le monde pense à l'heure actuelle que le métabolisme à sang chaud est apparu de manière convergente, ce qu'on appelle une convergence, c'est-à-dire une acquisition indépendante du même état de caractère, indépendamment chez les mammifères d'une part et chez les oiseaux d'autre part. Même si cette innovation nous semble complètement originale, elle est apparue au moins 2 fois indépendamment. Donc cette solution la plus parcimonieuse nous met les crocodiles et les oiseaux ensemble. Et du point de vue de la cladistique, on parle de ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent, de synapomorphie. Alors apomorphie, ça veut dire une nouveauté évolutive, c'est un état de caractère qui est dérivé, qui est nouveau au cours de l'évolution. Syn, ça veut dire avec, et donc la synapomorphie, c'est la nouveauté évolutive partagée, en quelque sorte, qui permet de reconnaître un groupe d'organismes, et c'est ce qu'on appelle aussi un clade. Donc vous avez ici 2 diagnostics, 2 innovations évolutives diagnostiques qui permettent de reconnaître ce clade. Ce clade, c'est tous les descendants d'un même ancêtre commun, donc ici crocodile et oiseau. Ces 2 diagnostics, caractères diagnostiques, c'est la crosse aortique à droite, la fenêtre antéorbitaire.
Et le prix à payer pour cette explication-là, c'est d'admettre que la convergence, le métabolisme à sang chaud est une convergence entre mammifères et oiseaux. Et c'est comme en démocratie, vous remarquerez qu'il n'y a jamais unanimité, en tout cas, moi je crois que c'est rarissime qu'il y ait unanimité, il y a toujours une majorité qui l'emporte, mais vous remarquerez qu'au passage, nulle part je n'ai dit que la majorité avait raison, et on le sait, en démocratie, la majorité n'a pas toujours raison. Ok ? Je peux poursuivre l'analogie avec la démocratie, parce que vous remarquerez que le résultat que j'obtiens là, mes relations phylogénétiques entre groupes d'organismes, sont entièrement dépendantes des caractères que j'ai interrogés. Si j'avais interrogé d'autres caractères, j'aurais pu avoir une réponse phylogénétique différente. De même qu'en démocratie, si vous changez les gens qui votent, vous n'aurez pas forcément le même résultat. Donc le résultat et le principe qu'on utilise n'est pas un gage de véracité de ce qui s'est posé, mais c'est un gage de cohérence scientifique. On interroge un certain nombre de caractères, on choisit la solution la plus parcimonieuse. Cette solution n'est pas forcément ce qui s'est déroulé au cours de l'évolution, mais c'est celle qui met le plus de caractères en accord les uns avec les autres. Et donc on est cohérent du point de vue scientifique, ce qu'on cherche à faire quand on fait de l'exobiologie, qu'on fasse de la chimie, de la physique, de l'astronomie ou de la biologie, on cherche à être cohérent par rapport à ce qu'on cherche à expliquer, sans avoir de certitude que c'est vraiment ça qui s'est passé. Alors j'en profite pour vous montrer un des plus gros pièges que l'on peut rencontrer quand on retrace les relations de parenté entre organismes. Un des plus gros pièges qu'on puisse rencontrer, c'est le lien qu'il y a entre la similitude en termes de caractère, la similitude, et le degré d'apparentement phylogénétique. Donc les gens confondent très souvent similitude et apparentement. À partir du moment où deux structures se ressemblent, les gens pensent généralement que ces deux structures ou les organismes qui les possèdent sont forcément apparentés. Il suffit d'un contre-exemple pour vous convaincre que ce n'est pas forcément le cas, et c'est très rarement le cas d'ailleurs. Cet exemple, c'est un exemple de nouveau emprunté aux mammifères, puisque c'est le groupe auquel nous appartenons. Des études sur le génome des mammifères ont montré ces 10 dernières années que des animaux comme la taupe européenne, que vous connaissez bien, vous connaissez une taupe classique ici, l'éléphant, vous connaissez bien aussi, et un animal que vous connaissez sûrement moins bien, qu'on appelle la taupe dorée, qui est une taupe qu'on rencontre dans le sud de l'Afrique. Eh bien, les taupes dorées, morphologiquement, ressemblent beaucoup aux taupes européennes, et pourtant, phylogénétiquement, c'est-à-dire du point de vue de leur parenté évolutive, les taupes dorées sont plus proches des éléphants. Et là, je peux vraiment dire, contrairement à ce que la morphologie laisse supposer. Donc vous voyez que la similitude morphologique, d'une part, c'est quelque chose qui caractérise les deux taupes ici, c'est bien indépendant de la parenté évolutive. Donc vous voyez qu'il y a un magnifique contre-exemple pour le proverbe de la vie courante qui dit que qui se ressemble s'assemble. En phylogénie, souvent, qui se ressemble ne s'assemble pas. Pourquoi ? Parce que vous ne savez jamais, quand vous observez une structure ou un ensemble de caractères chez des organismes, si c'est des nouveautés évolutives ou si c'est des états qui sont ancestraux, c'est-à-dire qui étaient déjà présents chez l'ancêtre. Dans le cas présent, ici, on pense qu'on ne sait pas trop à quoi ressemblait l'ancêtre des mammifères placentaires, mais on pense que le milieu de vie a une importance extrêmement forte sur les caractères que vous observez. Il a un impact extrêmement fort. Autrement dit, pour être une taupe, coloniser le milieu souterrain, évoluer dans des galeries, creuser dans des galeries, vous ne pouvez pas avoir un long cou, il vous faut des pattes robustes, des omoplates renforcées pour être capable de creuser, d'écarter de la terre, vous devenez plus ou moins aveugle, la pigmentation a beaucoup moins d'importance puisque les signaux visuels sont absents, donc autrement dit, il n'y a pas 36 façons d'être une taupe, vous devez ressembler à une andouillette, d'accord, une andouillette fouisseuse, et puis si deux fois indépendamment au cours de l'évolution, un groupe d'organismes réussit à coloniser le milieu souterrain, les contraintes physiques en l'occurrence ici imposées par le milieu souterrain, font que vous allez vous ressembler. Et nous, avec notre œil de biologiste, quand on regarde des caractères morpho-anatomiques, on va se dire « Ah oui, ces deux taupes se ressemblent », et donc on va avoir envie de penser qu'elles sont apparentées. En fait, ce n'est pas parce qu'on se ressemble, on peut être apparenté, comme on peut être complètement différent. Et j'aime bien cet exemple, parce qu'au niveau différence, vous voyez que l'éléphant est probablement un des animaux les plus étonnants qu'il y a sur Terre. C'est des caractères qui sont tellement étonnants, et pourtant, un éléphant est proche d'une taupe dorée. Une taupe dorée n'est pas phylogénétiquement proche d'une taupe standard. OK ? Alors, ça c'était le principe général qui vous montre que classiquement, dans une approche qu'on appelle l'approche cladistique, on a essayé, pour reconstruire la phylogénie des organismes, d'observer des caractères.
Parmi ces caractères, d'essayer de trouver quels sont les états du caractère, c'est-à-dire la forme sous laquelle existe le caractère où il y a une nouveauté évolutive, donc quelque chose qui est nouveau au cours de l'évolution, et de se dire qu'on rapproche les espèces qui partagent en commun le plus de nouveautés évolutives. Donc ça, c'est un petit peu le principe de base. Sauf que vous voyez de manière sous-jacente, comme illustré par le métabolisme, qu'il peut y avoir des convergences dans les états de caractère. Donc on se dit que quelque part, notre principe de parcimonie, peut-être qu'il ne s'applique pas si bien que ça au changement d'état de caractère, notamment quand on arrive au niveau moléculaire. Au niveau moléculaire, vous savez que l'ADN est fait de 4 bases, mais ces 4 bases, elles ne sont pas équiprobables dans leur changement. Il y a 2 purines, 2 pyrimidines, et on sait qu'on change plus souvent de purine en purine ou de pyrimidine en pyrimidine que de changer une purine contre une pyrimidine. Donc ça veut dire que l'univers des changements possibles est très réduit. Un A va changer en G, qui va changer en A, qui va changer en G. Un C qui va changer en T, qui va changer en C au cours de l'évolution. Donc on se doute que tout ce qui est convergence et puis retour à l'état de départ, ce qu'on appelle la réversion, convergence et réversion vont être très fréquents. Donc des modèles, des approches dans lesquelles on essaie d'être le plus économique possible pour expliquer les choses ne marchent pas forcément bien. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on utilise pour reconstruire les phylogénies des approches qui sont probabilistes. Alors je vais juste vous montrer le principe. Pour ce qui est important, c'est de voir un petit peu comment on a construit des modèles qui se prêtent mieux à la description de l'évolution des caractères biologiques. Je vais vous montrer comment sont construites les approches probabilistes pour reconstruire les relations de parenté. Je vais prendre un exemple très simple, parce qu'il me faudrait pas mal de temps pour expliquer ça dans le détail, mais je voudrais juste vous montrer le principe et la méthodologie sous-jacente. Pour faire ça, on utilise une approche probabiliste qu'on appelle le maximum de vraisemblance. Le maximum de vraisemblance, c'est une approche qui est répandue en statistique, dans pas mal de domaines, donc pas mal d'applications scientifiques. Et en particulier, on l'utilise en phylogénie, notamment en phylogénie moléculaire, c'est-à-dire la phylogénie qui cherche à retracer les relations de parenté basées sur des séquences d'ADN. Ce serait le même raisonnement d'ailleurs des séquences d'ARN ou des séquences de protéines. Donc l'idée, c'est de définir une quantité qu'on appelle la vraisemblance. La vraisemblance d'un arbre, c'est quoi ? C'est la probabilité que les données qu'on observe, c'est par exemple l'alignement de séquences, c'est par exemple les caractères que vous observez, eh bien la vraisemblance de l'arbre, c'est la probabilité que ces données aient été générées si l'évolution s'est déroulée selon cet arbre. Donc quelque part, c'est la probabilité que cet arbre ait généré les données que vous observez aujourd'hui. Donc vous avez des données, vous cherchez à expliquer ces données, et vous cherchez l'arbre qui a le plus de probabilité, donc la plus grande vraisemblance, de conduire aux données observées. C'est un peu ça le raisonnement, et d'une manière un petit peu mathématique, je note ça comme une probabilité conditionnelle. Quelle est la probabilité conditionnelle d'observer des données, sachant l'arbre ? Alors pour faire ça, prenons un site dans une molécule donnée, dans une séquence d'ADN, un site dans lequel pour 3 séquences X, Y, Z, j'observe une adénine et 2 guanines. Alors, le fondement des approches probabilistes, donc par exemple les approches par maximum de vraisemblance, c'est définir ce qu'on appelle un modèle d'évolution des séquences. Donc la chose qui est importante, c'est que ces approches probabilistes sont attachées à un modèle dans lequel on va introduire des paramètres qui gouvernent l'évolution des séquences. Alors un paramètre assez évident, c'est la probabilité de mutation de A en G. Et puis pour simplifier, on va dire que si on a une certaine probabilité de passer de A en G, on a la même probabilité de passer de G en A. Donc, quelque part, le modèle d'évolution des séquences, ici, je vais vous montrer un modèle extrêmement simple. Imaginez qu'on ait une séquence qui est faite que d'un seul site, et que dans ce site, il n'y ait que 2 nucléotides, A et G. Je prends ça pour simplifier. Mais vous verrez, ça suffit à montrer le raisonnement. Dans ce cadre-là, mon modèle, il est très simple. En démarrant de mon histoire évolutive, j'ai eu un ancêtre commun qui a donné naissance à 3 séquences chez lesquelles aujourd'hui j'observe A et 2G. Eh bien, de quoi j'ai besoin pour comprendre l'évolution de ces séquences ? J'ai besoin de savoir quel était le nucléotide qu'il y avait chez l'ancêtre de tout le monde. Donc quelque part, j'ai besoin de connaître avec quelle probabilité je rencontre une adénine ou une guanine. Donc quelque part, ça renvoie aux fréquences nucléotidiques qu'il y a dans mes séquences. Plus mes séquences sont riches en adénine, plus j'ai des chances d'observer une adénine dans les sites chez les séquences ancestrales. Et puis j'ai besoin de savoir à quelle vitesse les nucléotides changent les uns en les autres. Alors je vous illustre ça en prenant l'hypothèse phylogénétique suivante. Vous savez qu'en fait, il y a 3 manières de connecter 3 séquences. Soit X est plus proche de Y, soit X est plus proche de Z, soit Y est plus proche de Z. On n'a que 3 relations de parenté où on veut mettre 2 séquences plus proches l'une de l'autre par rapport à une troisième. Donc je prends l'hypothèse ad hoc, comme c'est par exemple X et Y qui sont les plus proches. Et puis je prends l'hypothèse qu'on admet que c'était l'adénine qui était le nucléotide ancestral.
Si c'était la guanine, le raisonnement serait exactement symétrique. Admettons que ce soit l'adénine. Qu'est-ce qui a pu se passer au cours de l'évolution? Je vous demande d'admettre qu'au nœud ancestral ici, qu'on ne connaît pas, puisque X, Y, Z, on les observe en 2014, mais si ça se trouve, l'ancêtre commun de X et Y, il a vécu il y a 1 million d'années, et puis si ça se trouve, l'ancêtre de tout le monde, il y a 2 millions d'années. Bref, on n'a pas accès aux ancêtres. On suppose qu'ils ont existé, mais on n'y a pas accès. Donc imaginons, pour raisonner, qu'il y ait une adénine ancestrale ici, que cette adénine, on la conserve ici. Eh bien, comment on explique ce que l'on observe? On explique ça par au moins une mutation dans la branche conduisant à Z. A a pu muter en G, ce qui fait qu'à partir de l'adénine ancestrale, on observe une guanine dérivée aujourd'hui chez Z. Qu'est-ce qu'il nous reste à expliquer? Eh bien, passage de A à Y, de A à G dans la séquence Y. Puis vous remarquerez qu'on n'a rien besoin de supposer d'autre, puisque l'adénine était ancestrale pour nos 3 séquences, elle l'est pour X et Y, et donc on a toujours une adénine chez X. OK ? Maintenant, on utilise notre modèle d'évolution des séquences, dans lequel on a posé comme hypothèse qu'il y avait une certaine vitesse de changement, ou une certaine probabilité de changement de A en G. On a dit que c'était mu. Donc il y a une probabilité mu de changer de A en G le long de la branche conduisant à Z. Vous remarquerez qu'il y a aussi une probabilité mu le long de la branche conduisant à Y. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier, que les gens oublient souvent, c'est que pour que ça marche, il faut qu'on ne change pas sur les autres branches. Donc ne pas changer, c'est quoi? Si vous avez une probabilité mu quand vous êtes une adénine de changer, vous avez une probabilité 1 moins mu de ne pas changer. Donc 1 moins mu, c'est la branche qui est là, puis 1 moins mu aussi, c'est la branche conduisant à X. Maintenant, vous faites des probabilités de base, où vous savez qu'un scénario où vous avez toutes les conditions qui sont réunies, c'est un scénario multiplicatif, dans lequel, eh bien, vous devez avoir et mu, et 1 moins mu, et mu, et 1 moins mu, pour que partant d'une adénine et suivant cette histoire évolutive-là, on observe A, G et G. Donc ça nous fait mu carré fois 1 moins mu au carré. Vous avez une certaine valeur qu'on appelle la vraisemblance de l'arbre numéro 1. Maintenant, le raisonnement sous-jacent de cette histoire probabiliste, c'est qu'on ne sait pas si c'est l'arbre 1 qui est le bon. Donc on suppose, on fait un pari, que si ça se trouve, c'est l'arbre 2. Et l'arbre 2, je vous propose d'imaginer que c'est un arbre qui mettrait Y et Z ensemble. Alors, pour simplifier le discours, j'admets de nouveau que A, c'est le nucléotide ancestral. Ici, je vous mets un G pour varier un petit peu les plaisirs. Et puis, on fait les différents calculs. Mutation de A en G ici, avec une probabilité mu. Et puis, vous voyez que dans ce scénario-là, partant d'un A ancestral, si on a un changement G ici, on a quelque chose qui est quelque part très proche du scénario le plus parcimonieux possible. On a changé une fois de A en G dans la branche qui est ancestrale ici, et ça suffit à expliquer que X est toujours dans l'état A, et que Y et Z ont hérité le G de leur ancêtre commun. Le scénario fait cette fois-ci mu fois 1 moins mu au cube, parce que je vous le répète, pour avoir ce site-là en étant partie de ce nucléotide-là ancestral et avec cette topologie-là, entre les séquences, on est obligé d'avoir cet événement-là, mu, et les 3 non-changements sur les 3 autres branches. Donc on est bien obligé de multiplier toutes ces probabilités. Et donc vous voyez qu'on a une deuxième vraisemblance que j'appelle L2. L comme likelihood en anglais. Alors maintenant, le postulat ou l'idée sous-jacente très intéressante qu'il y a derrière l'approche probabiliste, c'est de se demander, parmi tous les arbres qu'on peut reconstruire, et dont la théorie montre qu'il y en a beaucoup, pour vous donner un ordre de grandeur, avec seulement 10 séquences, il y a plus de 34 millions d'arbres possibles, des arbres où il n'y a que des bifurcations. Donc ça veut dire que la combinatoire du nombre d'arbres par rapport au nombre de séquences est absolument énorme. En gros, à chaque fois qu'on rajoute une séquence, on multiplie par 10 le nombre d'arbres qu'il est possible de reconstruire. Et à 55 taxons, il y a 10 puissance 80 arbres possibles. Là, je me tourne vers les astrophysiciens, 10 puissance 80, je crois que c'est quelque chose, quel nombre de particules de l'univers, une estimation de... Voilà. Et bien en biologie, ça veut dire c'est le nombre d'arbres qu'il est possible de reconstruire avec seulement 55 séquences, 55 espèces. Donc ça vous donne une petite idée de l'incroyable combinatoire qu'il y a pour les arbres phylogénétiques. Donc l'idée sous-jacente, c'est de se dire, j'ai 2 histoires évolutives, la 1 et la 2 qu'on a vues tout de suite. Est-ce qu'il y en a une qui est plus probable que l'autre et plus susceptible d'expliquer les données qu'on a vues? Les données, c'est quoi? C'est un A, un G et un G. Alors, l'idée, c'est que vous voyez que la vraisemblance précédente, elle ne dépend que du paramètre mu. Donc je fais varier mu entre 0 et 1, 0 pas de mutation, 1 on est sûr de muter, et si je représente en ordonnée la valeur de vraisemblance, vous voyez que c'est une courbe qui admet un maximum de vraisemblance.
Donc très logiquement, comme on ne sait pas combien valait mu, ben on se place à la valeur de mu qui va maximiser la vraisemblance. C'est pour ça que cette approche s'appelle le maximum de vraisemblance. Le raisonnement sous-jacent, c'est de se dire, on ne sait pas si un mu de 0,5, c'est la valeur avec laquelle A devait changer en G dans notre alignement de séquence. On ne sait pas. Mais en tout cas, cette valeur-là, c'est elle qui donne le plus de chances à la topologie 1 de gagner. De gagner parce qu'elle va avoir la probabilité, vous voyez qu'avec un mu de 0,50, on a une probabilité de 0,062, une vraisemblance de 0,06, d'avoir conduit au site que l'on a observé. Et donc l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'il y a un arbre qui est plus susceptible que l'autre de conduire aux données? Ben, la réponse, c'est oui. Parce que si vous prenez la topologie numéro 2, vous voyez que la topologie numéro 2, elle a cette forme-là, et que si on admet un mu de 0,25, on tombe sur le maximum de vraisemblance. Vous êtes d'accord avec moi qu'on n'a pas de raison de supposer que les deux mu soient égaux, puisque chacune des histoires évolutives est différente, chacune a pu avoir une valeur optimale du paramètre mu. Donc l'idée, c'est comme dans une compétition olympique, où chaque pays envoie le meilleur dans sa discipline, ben là, on laisse sa chance à chaque arbre d'être le meilleur possible. Donc on se place à la valeur pour chaque arbre de ce qui va donner le maximum de vraisemblance. Donc pour l'arbre 2, avec un mu de 0,25, on a une vraisemblance de 0,10, et principe du maximum de vraisemblance, eh bien l'arbre 2 l'emporte sur l'arbre 1. Ça veut dire que l'arbre 2, on ne sait pas si c'est la réalité, on ne sait pas si c'est la vérité, mais l'arbre 2 a une plus forte probabilité d'avoir conduit aux données qu'on observe que l'arbre 1. Donc en d'autres termes, l'arbre 2 est une meilleure explication des données. Et puis on fait d'une pierre deux coups, parce qu'en trouvant le meilleur arbre, on a aussi une mesure de la valeur du paramètre de notre modèle. Donc on apprend quelque chose, on apprend que les mutations de A vers G n'ont pas été très fréquentes, il y avait une chance sur 4 de muter de A vers G. Alors, vous allez me dire, un point faible dans ce que je vous ai montré, c'est que j'ai fait des hypothèses très fortes sur quel nucléotide était ancestral, alors qu'on ne le sait pas. Je vous ai dit, on prend un A à la racine ou un G à la racine. Alors je reprends le raisonnement, puis je m'arrêterai là, en fixant une des deux topologies. Alors je n'ai pas pris la topologie 2, j'ai repris la 1, mais peu importe, le raisonnement est le même. Donc j'ai pris X, groupe frère de Y, et Z, qui est une séquence plus éloignée. Et en fait, dans ce scénario-là, vous voyez que le nombre de scénarios possibles pour les nucléotides ancestraux, il n'est pas très élevé. On a une chance sur 2 d'avoir une adénine ou une guanine à la racine, et puis on a une chance sur 2 d'avoir une adénine ou une guanine au nœud interne qui est ici. Donc en fait, on a 2 fois 2, 4 scénarios possibles. Et bien tout simplement, un maximum de vraisemblance, vous écrivez ces 4 scénarios, A ancestral et A ici, A ancestral et G interne ici, et puis vous permutez, G ancestral A ici, et G ancestral et G sur le nœud interne. Et là on a les 4 scénarios possibles, A topologie, c'est-à-dire A relation de parenté, fixe toujours entre mes 4 séquences. Même approche que tout à l'heure, vous posez vos différents scénarios de changement, AG ici. Vous voyez que le scénario en haut à droite ici, c'est un scénario dans lequel on n'est carrément pas parcimonieux. En partant d'un A ancestral, on a un changement en G dans la branche conduisant à Z. On passe de A à G dans la branche interne qui est ici, et on est obligé de repasser de G à A pour la séquence X, pour expliquer qu'il y a un A dans la séquence X. Donc ça, vous voyez que ça nous coûte 3 changements. 3 changements ici, 2 changements ici, 2 changements ici et un seul ici. Donc si on était en maximum de parcimonie, comme je vous l'ai montré dans la première partie, qu'est-ce qu'on ferait en maximum de parcimonie? Eh bien, on retiendrait que ce scénario-là. Mais quelque part, on n'explorerait qu'une toute petite partie de l'univers des possibles. Donc l'approche probabiliste a ceci de bien, c'est qu'elle généralise complètement à tous les arbres possibles et à tous les scénarios évolutifs possibles comment on peut expliquer les données. Et donc, l'approche probabiliste, elle intègre tous les scénarios possibles, et le calcul de probabilité se fait sur toutes les possibilités. C'est lourd, certes, mais il y a des algorithmes et des ordinateurs puissants à l'heure actuelle qui permettent de faire ça, et ce qui fait que c'est tout à fait réaliste de trouver l'arbre le plus vraisemblable, maintenant, pour des séquences qui font des milliers de nucléotides et qui ont quelques dizaines, voire quelques centaines d'espèces. C'est des choses qu'on peut maintenant calculer sur les ordinateurs ou sur les clusters d'aujourd'hui. Ça pose pas tellement de problèmes, et cette approche-là, il a été montré qu'elle a d'excellentes propriétés et statistiques et phylogénétiques, c'est-à-dire qu'il a été montré que c'est une approche qui nous permet de mieux identifier la meilleure histoire évolutive, par comparaison à l'approche qui utiliserait le simple principe de parcimonie. Donc là, par manque de temps, je vais pas, puis c'est un petit peu de la cuisine interne, donc je vais pas
Je ne vais pas trop insister là-dessus, je tenais juste à vous montrer le raisonnement sous-jacent pour voir que ces approches probabilistes sont très efficaces pour retracer l'histoire évolutive des organismes, à condition de poser des modèles d'évolution des séquences. Donc en fait, tout l'enjeu actuel, c'est de la recherche sur comment améliorer les modèles d'évolution des séquences pour mieux décrire ce qui se passe au niveau des séquences d'ADN, d'ARN et de protéines. Donc j'abandonne là, je dirais, la cuisine phylogénétique qui vous montrait l'approche classique, et je pense que les agrégatifs dans la salle, l'approche cladistique, vous avez tous entendu parler. Les approches probabilistes, normalement, ce n'est pas votre programme, mais c'est bien d'en avoir entendu, voir un petit peu le principe pour voir comment on peut aller au-delà de la cladistique avec le principe de parcimonie. Donc j'abandonne cette cuisine et on va admettre qu'on est capable de reconstituer les arbres phylogénétiques les plus vraisemblables ou les plus probables à partir des données qu'on manipule. Et on va voir quels sont les problèmes et les promesses qui s'ouvrent grâce à la reconstruction phylogénétique. Donc, en grand C, je vais aborder un petit problème qu'on peut rencontrer, c'est ce qu'on appelle la phylogénie des séquences des gènes. Donc, on va comparer un petit peu les phylogénies de gènes et la phylogénie des espèces. Alors, vous remarquerez que je dis les phylogénies de gènes, pourquoi ? De gènes ou de séquences d'ADN de manière plus générale, parce que dans un génome, il y a plein de séquences d'ADN, il y a plein de gènes différents, puis il y a même plein de séquences non codantes en plus. Vous savez que notre génome est fait de maximum de 2-3% de séquences codantes, pour probablement 97-98% de séquences non codantes. Donc il y a plein de séquences que vous pouvez trouver dans des génomes, donc vous pouvez reconstruire plein de phylogénies de gènes. En revanche, l'histoire, l'évolution, elle s'est déroulée une fois, donc on n'a qu'une seule phylogénie des espèces a priori. Donc on va voir qu'il peut y avoir des petits problèmes quand on compare les deux. Alors, quand on utilise des séquences d'ADN pour retracer la phylogénie des espèces, donc toujours dans ces histoires de chronique ADN, qu'est-ce qu'on utilise comme principe sous-jacent ? Alors, je vous le représente de la manière suivante. Vous voyez que cet arbre un petit peu gros, là, cet arbre en tube, on va imaginer que c'est l'arbre des espèces. Donc quelque part, c'est ça que le biologiste qui manipule des espèces veut arriver à reconstituer, c'est qui est proche parent de qui. Donc par exemple, ici, on voudrait être capable d'identifier que X est le plus proche parent de Y. Pourquoi ? Parce qu'il y a un événement de spéciation plus récent qui les a séparés que l'événement de spéciation qui a séparé Z par rapport à l'ancêtre commun de X et de Y. C'est ça que ça veut dire, être proche parent d'eux, c'est partager un ancêtre commun plus récent que l'ancêtre commun qu'on partage avec des autres espèces. C'est ça ce que ça veut dire, être proche parent. Et pour ça, on va s'appuyer sur un gène. On va prendre la copie d'un gène. Donc imaginez un gène qui va être sous différentes formes allèles quelque part, X1, Y1 ou Z1. Comme on dit sur des grandes échelles évolutives, j'ai plutôt appelé ça des copies du gène. Donc on a 3 copies du gène. Et vous voyez que c'est au cours de l'évolution, la copie Z1 a divergé à peu près au moment de l'événement de spéciation, et que les copies X1 Y1 ont divergé à peu près au moment de l'événement de spéciation, ici, vous voyez qu'on a une phylogénie des copies du gène, X1, Y1 et Z1, qui est conforme à la phylogénie des espèces. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'orthologie. Orthologie, c'est quoi ? C'est le fait que la phylogénie des gènes correspond à la phylogénie des espèces. Pourquoi ? Parce que ce qu'on appelle des séquences orthologues, en évolution moléculaire, ce sont des séquences qui sont homologues suite à un événement de spéciation. Donc vous voyez que les séquences X1, Y1 et Z1 elles sont homologues. Pourquoi ? Parce qu'ici, elles ont un ancêtre commun. Donc elles sont bien homologues, mais en plus, elles sont dans le monde des séquences homologues, elles sont en plus des séquences qu'on qualifie d'orthologues, puisque cette homologie est due à des événements de spéciation. Z1 est apparu au cours de l'évolution parce qu'un événement de spéciation lui a donné naissance. D'accord ? X1 et Y1 sont apparus suite à un événement de spéciation. Donc des copies orthologues sont des copies qui sont homologues, elles ont une ascendance commune, mais dues à des événements de spéciation. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Je vous ai dit qu'on voulait des séquences d'ADN qui reflètent la phylogénie des espèces. Donc si on prend des séquences qui ont été impactées par les spéciations successives, eh bien, elles vont être exactement le marqueur de la phylogénie des espèces telle qu'elle s'est déroulée. Donc, vous voyez que si je résume, j'oublie l'enveloppe blanche de la phylogénie des espèces, je regarde que la phylogénie de mon gène, vous voyez que c'est un événement de spéciation numéro 1 qui a donné Z1, et un événement de spéciation numéro 2 qui a donné X1, Y1. Donc, X1, Y1, Z1 sont des copies homologues et tout particulièrement orthologues, et d'autre part, elles nous renseignent sur la phylogénie des espèces, tout va bien.
Alors si je dis ça, c'est que vous imaginez bien qu'il y a une suite, c'est quand tout va moins bien. Donc quand tout va bien, j'ai deux spéciations qui sont emboîtées, qui m'ont donné cette histoire évolutive-là. Ce qui peut se passer, c'est qu'en évolution moléculaire, la notion d'homologie elle est un petit peu particulière parce qu'il y a une autre façon d'obtenir de l'homologie, c'est-à-dire il y a d'autres façons d'obtenir des séquences d'ADN ou de protéines qui se ressemblent. Cette autre façon, c'est ce qu'on appelle la paralogie et c'est ni plus ni moins que la duplication de gènes. Vous imaginez un génome qui se duplique, comme ça arrive souvent, ou un morceau de chromosome qui se duplique suite à un événement de mutation de grande ampleur, eh bien vous allez vous retrouver avec deux copies du gène qui étaient en un exemplaire au départ. Et ça, vous ne le savez pas forcément à l'avance. On ne sait pas forcément à l'avance qu'un gène s'est dupliqué. Alors, si on représente ce qui s'est passé au cours de l'évolution, on est une entité divine, on a de la chance aujourd'hui, et on voit ce qui s'est déroulé au cours de l'évolution. Eh bien, vous imaginez une séquence ancestrale, ici, qui a évolué exactement comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Au petit bémol près que la copie Y1, ben vous voyez, c'est ce que je vous avais montré sur la diapo très tôt ce matin dans le préambule, la copie Y1, il y a un moment où il n'y a personne dans la population qui a été capable de la transmettre à la génération suivante. Donc la copie Y1 s'est éteinte et on ne la détecte pas dans la nature actuelle. Mais imaginez maintenant qu'il y ait un événement ancien de duplication. Donc copie bleue, la copie paralogue, donc la copie numéro 2. Donc la copie numéro 2, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle était présente dans l'espèce ancestrale, donc elle va être affectée exactement de la même façon par les événements de spéciation subséquents, les événements de spéciation qui viennent après l'événement de duplication. Donc la copie bleue, Z2 va apparaître, l'ancêtre commun ici, et le deuxième événement de spéciation va nous livrer X2 et Y2. Sauf que, hasard de l'évolution, personne n'est capable de transmettre jusqu'à aujourd'hui la copie Z2 et la copie X2, donc elles s'éteignent. Qu'est-ce que vous remarquez maintenant ? Nous, on arrive en 2014, on ne sait pas que ça s'est passé, et regardez le résultat. Le résultat, c'est quoi ? Suivez le chemin ici, on est parti d'un événement de duplication, D, ancestral. Vous suivez le chemin bleu, Z2, on ne l'a pas. X2, on ne l'a pas, donc on tombe sur Y2. Vous êtes d'accord avec moi que la branche la plus ancienne ici, ça va être Y2, donc elle est ici. La copie jaune, elle, qui a divergé de Y2, qu'est-ce qu'elle a fait ? Eh bien, elle conduit à une copie Z1, qui va être groupe frère de qui ? Pas de Y1 qu'on a perdu, mais de X1. Donc X1 et Z1 vont être plus proches l'un de l'autre, donc c'est ce que je représente ici. X1 et Z1 vont être plus proches l'un de l'autre, suite à cet événement de spéciation. D'accord ? Or, vous remarquez quoi ? Vous remarquez que le témoin qu'on a pris, notre gène numéro 2 ici, eh bien, nous donne des relations de parenté qui nous disent que X et Z sont plus proches parents. Or, vous voyez que X et Z ne sont pas plus proches parents en termes d'espèce. Donc là, la phylogénie du gène est en désaccord avec la phylogénie de l'espèce. Donc c'est un phénomène qu'on appelle le phénomène de paralogie cachée. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas qu'il y a eu des duplications, puis des pertes successives des copies paralogues. Donc c'est la paralogie cachée. La phylogénie du gène ne correspond pas à la phylogénie des espèces. Pourquoi ? Parce qu'on a eu duplication, suivie de spéciation, suivie d'extinction différentielle. Donc ça, vous voyez que c'est un premier problème qui peut se poser, et c'est un problème qui est relativement répandu en phylogénie. Quand on étudie un seul gène, on ne sait pas ce qui s'est passé. D'où l'idée de comparer des phylogénies de plein de gènes indépendants, si possible les plus indépendants génétiquement possible, c'est-à-dire dans des endroits différents du chromosome, voire de chromosomes différents, quand c'est possible, et de comparer un petit peu toutes ces histoires évolutives. Et si ces histoires évolutives ne disent pas la même chose, on se dira qu'on est peut-être confronté à ce genre de situation, puisqu'il y a une seule histoire évolutive des espèces pour différentes histoires évolutives des gènes. Et puis il y a un autre cas qui est très connu, David, qui est présent dans cette salle, a même écrit un chapitre de bouquin là-dessus, si je me souviens bien, dans un des bouquins que Muriel t'a coédité. Donc c'est le transfert horizontal qui est, je vous l'ai dit ce matin, assez fréquent chez les micro-organismes au sens large. C'est quoi le transfert horizontal ? C'est le fait que vous ayez une histoire génétique qui ressemble beaucoup à ce que je vous ai montré tout à l'heure, sauf qu'il y a un moment où il y a un donneur, que je vais appeler Y1, qui va transmettre une copie du gène, Y1, à un receveur qui est Z. Et ça, ce qui peut se passer, c'est que la copie qui est reçue par l'individu Z va conduire à l'extinction de la copie qu'il possédait auparavant. Donc la copie jaune est éteinte ici et est remplacée par la copie donnée par Y1. Pourquoi ?
parce que cette copie confère par exemple un avantage sélectif. Puis avec la dérive, je vous ai dit qu'il ne fallait pas toujours chercher pourquoi, donc c'est tout à fait par hasard aussi éventuellement que ce transfert horizontal puisse avoir lieu et conduire au fait que Z, l'individu grand Z, va garder la copie Z1 à la place de la copie jaune qu'il avait auparavant. Maintenant, vous faites la phylogénie de ça, qu'est-ce qui se passe ? Vous remarquez, comme Z1 c'est une copie qui dérive de Y1, Y1 et Z1 vont être apparentés via quoi ? Via l'événement T, T pour transfert horizontal. Donc Y1 et Z1 vont être étroitement apparentés, en tout cas plus étroitement apparentés l'un à l'autre, que Y1 et Z1 vont l'être par rapport à X1. Donc la spéciation initiale avait détaché X1 vis-à-vis de Z1, sauf que Z1 se retrouve proche de Y1, puisque Z1 a reçu sa copie de Y. Donc encore une fois, vous voyez que Y et Z sont proches parents dans la phylogénie du gène, alors que Y et Z ne sont pas proches parents dans la phylogénie des espèces. Donc le transfert horizontal perturbe l'inférence que vous avez de l'histoire évolutive des espèces. Donc de nouveau, une façon de découvrir les transferts horizontaux, c'est de comparer chez les mêmes espèces plein de gènes indépendants, de voir si les phylogénies inférées sont les mêmes, et s'il y en a une, deux ou trois qui diffèrent, dans le meilleur des cas, par rapport à toutes les autres, on se dit que celles qui diffèrent ont été affectées par des transferts horizontaux. Alors dans la réalité, des fois, c'est moins simple que ça, parce que là, je vous montre un transfert latéral, mais peut-être qu'un million d'années après, Z1 a redonné à X1, peut-être que le donneur n'est plus présent dans la phylogénie des espèces qu'on étudie, bref, il y a plein de complications possibles. Bref, vous voyez que dans cette partie grand C, ce que ça nous montre, c'est qu'on a beau savoir avec les meilleures méthodes du monde reconstruire des arbres phylogénétiques sur des gènes, ce qu'il faut faire pour comprendre la phylogénie des espèces, c'est interroger le plus de gènes possible. Et ça devient de plus en plus possible à l'heure actuelle, parce que comme je vous l'ai dit en introduction, on séquence des génomes complets. À l'aide des génomes complets, on est capable d'extraire plein de gènes potentiellement orthologues, donc on a un pouvoir informatif beaucoup plus élevé, donc on est plus à même de détecter les problèmes dont je vous ai parlé. J'arrête là la partie comparaison des phylogénies de gènes par rapport à la phylogénie des espèces, pour aborder un petit peu, quand on a la phylogénie des espèces, admettons qu'elle soit résolue, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Eh bien, quelque chose qui intéresse le domaine, par exemple, de l'exobiologie, c'est d'essayer de mettre une échelle temporelle face à ces phylogénies. C'est-à-dire d'essayer de savoir quand est-ce que les grands groupes ont divergé les uns des autres. Donc pour ça, on va faire un pari qui n'est pas facile à faire, mais qui est le pari de ce qu'on appelle les horloges moléculaires. Donc on va étudier et utiliser un outil qu'on appelle l'horloge moléculaire pour tenter de savoir quand est-ce que se sont séparées les espèces qu'on a replacées dans notre phylogénie. Alors ça, vous doutez que c'est important, parce que savoir quand elles sont séparées les espèces, ça permet de dater l'âge de diversification d'un groupe d'organismes. La diversification, c'est le moment où vous avez les grandes lignées qui apparaissent. Et si ça, vous êtes capable de le corréler à une période géologique donnée, ça peut permettre éventuellement d'établir des relations de cause à effet entre la diversification d'un groupe et l'environnement géologique, climatique, ou l'environnement au sens large à une époque donnée. Donc comment fait-on pour poser des âges de divergence d'espèces à partir d'une phylogénie reconstruite à partir de données moléculaires ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'approche probabiliste dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'approche par maximum de vraisemblance, puis d'autres approches encore plus sophistiquées qui existent, nous livre en fait ce qu'on appelle une phylogénie. Alors une phylogénie ou un arbre phylogénétique, comme celui que j'ai représenté ici, en fait il faut savoir que ce sont deux informations qui sont trop souvent séparées l'une de l'autre, et voire une des deux qui n'est jamais utilisée. Ces deux informations, c'est ce qu'on appelle une topologie d'une part, et des longueurs de branche d'autre part. Alors quand on fait des phylogénies, ou quand on lit des phylogénies, qu'on soit étudiant, chercheur ou enseignant, ou qu'on en parle, en général, ce dont on parle, c'est des relations de parenté. L'homme est plus proche du chimpanzé, et homme et chimpanzé sont plus proches l'un de l'autre du gorille qu'ils ne le sont de l'orang-outan. Donc là, on utilise typiquement la topologie. C'est-à-dire que quelque part, on utilise la structure de l'arbre, c'est-à-dire dans quel ordre les branches et les nœuds sont agencés les uns par rapport aux autres. Et cette structure de l'arbre, elle nous donne la hiérarchie temporelle relative des nœuds. On voit qu'il y a des nœuds plus récents que d'autres, et les nœuds plus récents, eh bien, ils connectent les espèces qu'on qualifie de plus apparentées. En revanche, on oublie très souvent que ces phylogénies ont des longueurs de branches. Ces longueurs de branches, c'est quoi ? Ce sont des longueurs de branches qui vont être proportionnelles à la quantité d'évolution qui s'est accumulée dans les caractères qu'on a étudiés.
En d'autres termes, pour des séquences d'ADN, ces longueurs de branche vont être proportionnelles au nombre de changements dans la séquence d'ADN que l'on reconstitue. Donc ça veut dire que les méthodes sont capables d'inférer à la fois les relations de parenté et la quantité de changements évolutifs. Ici, vous voyez que toutes mes espèces qui sont dans cette phylogénie, que je n'ai pas nommées, elles sont actuelles, mais on a l'impression qu'il y en a qui ont vécu plus longtemps que d'autres, tout simplement parce qu'il y en a qui ont évolué plus que d'autres. Ça veut dire que dans la séquence du gène que vous avez regardé, il y a une espèce qui a eu plus de mutations que dans la séquence voisine. C'est juste ça que ça veut dire. Donc il y a des séquences à évolution lente et des séquences à évolution rapide. Or, une longueur de branche, donc une quantité de changement évolutif, il faut savoir que c'est comme dans la vie courante, c'est comme quand on marche. Quand vous allez d'un point A à un point B, que vous parcourez une certaine distance, cette distance, vous pouvez la parcourir avec une certaine vitesse. Donc ça va vous prendre un certain temps. Donc autrement dit, quand vous accumulez un certain nombre de mutations ou de substitutions au cours du temps, c'est le produit du taux d'évolution par le temps pendant lequel cette évolution s'est déroulée. Et quand Muriel met 5 minutes pour aller de l'amphi à l'accueil, on ne sait pas si ces 5 minutes, tu les as passées en marchant très tranquillement, et puis, il t'a fallu 5 minutes pour y arriver, ou cette distance-là, tu as pu la parcourir en courant, et auquel cas, il t'aura fallu beaucoup moins de temps, mais pourtant, la distance est toujours la même. Dans une phylogénie, c'est pareil, quand vous avez une longueur de branche qui vous dit, cette séquence a eu 50 substitutions nucléotidiques au cours de l'évolution, vous ne savez pas si ces 50 substitutions sont accumulées pendant un temps très important à une vitesse lente ou un temps très bref pendant une vitesse très rapide. Et dans l'évolution, tout est possible. On peut avoir des changements brutaux, comme on l'a vu par dérive, ou des changements lents s'il n'y a que la sélection naturelle qui joue, par exemple. Donc ça veut dire qu'on a deux termes qu'on ne sait pas séparer l'un de l'autre. Alors l'hypothèse qui est souvent faite, c'est qu'on fait des hypothèses sur l'un des deux termes, et l'hypothèse qui est souvent faite, c'est une hypothèse sur les taux d'évolution. En tout cas, c'est la première hypothèse qui a été faite historiquement par deux personnes qui s'appelaient Zucker-Kandel et Pauling en 1965 et qui ont inventé le concept d'horloge moléculaire. Donc le concept d'horloge moléculaire, c'est de se dire si jamais une même molécule évolue de manière constante chez un même groupe d'organismes, eh bien si le taux d'évolution est constant, on peut l'appliquer à toutes les branches. Comme on connaît les longueurs de branches et qu'on connaît un taux d'évolution qui est le même le long de toutes les branches, on en déduit delta t. Delta t, ça sera la longueur de chaque branche divisée par ce taux absolu constant qu'on appelle l'horloge moléculaire. Donc auquel cas, vous verrez dans ce cas-là qu'il y a une correspondance entre la longueur de branche et le temps pendant lequel ces branches ont duré. Alors en pratique, cette hypothèse d'horloge moléculaire, elle est rarement, voire quasiment jamais vérifiée, pour toutes les raisons que je vous ai montrées sur les mécanismes et les forces évolutives. Il y a plein de choses qui font que les séquences d'ADN n'évoluent pas à la même vitesse. Donc tous ces phénomènes qui font que les séquences d'ADN n'évoluent pas à la même vitesse rendent un petit peu caduque l'hypothèse d'horloge moléculaire. Alors on essaie de s'en sortir quand même en faisant un aménagement de ces hypothèses d'horloge moléculaire, en se disant que au moment où vous avez une spéciation, eh bien, les quelques générations après cette spéciation, normalement, on imagine que les séquences évoluaient à la même vitesse que la vitesse d'évolution juste avant l'événement de spéciation. C'est logique de penser qu'au moment où les patrimoines génétiques se séparent, ils sont affectés de la même façon par les forces évolutives, donc les vitesses évolutives sont les mêmes. Mais après, quand vous attendez des millions d'années, il y en a une qui peut accélérer, l'autre qui peut ralentir. Donc, d'où l'idée qu'il y a ce qu'on appelle une autocorrélation des taux d'évolution, c'est-à-dire que les taux d'évolution des deux branches descendantes sont corrélés, plus ou moins fortement, au taux d'évolution de la branche ascendante. On considère qu'il y a jamais il peut y avoir des variations, c'est-à-dire qu'on s'écarte de l'hypothèse d'horloge moléculaire, mais que cette variation, il y a une sorte de ressort qui l'empêche de trop varier, et ce ressort, c'est une autocorrélation par laquelle les branches descendantes évoluent à une vitesse qui n'est pas très éloignée, soit plus lentement, soit plus rapidement, de la vitesse ancestrale. Et ça, on a des modèles qui permettent de calculer ça. En pratique, ça nous permet, en partant d'un arbre phylogénétique à gauche avec des longueurs de branches, cet arbre, c'est un arbre qui connecte des taxons eucaryotes, par exemple des champignons en haut, des animaux en bas. Si vous êtes perdu au niveau de tout ça, nous les mammifères, on est ici. C'est toujours rassurant de savoir où est l'homme. Ce qui est inquiétant, c'est de voir que l'homme n'a aucune place particulière au cours de l'évolution. C'est un des millions d'espèces de cette terre comme les autres, quelque part. Mais bref, les mammifères sont là, au milieu d'un ensemble d'animaux et de champignons et de protistes, comme les choanoflagellés.
Donc à gauche, c'est un arbre qui a été reconstruit à partir d'une centaine de protéines qui ont été concaténées, donc une grosse information phylogénétique. Et à droite, c'est cet arbre qui a été converti avec le système d'autocorrélation des taux d'évolution dont je vous ai parlé tout de suite. Par exemple, si vous prenez la branche ancestrale ici qui conduit à tous les animaux métazoaires en tout cas qui sont dans cette phylogénie, c'est une branche qui vaut 5,2. 5,2, ça veut dire quoi? C'est 5,2% de changement d'acide aminé. Donc ça veut dire que quelque part, pour 100 positions d'acide aminé qu'on a comparé dans ces protéines, il y a 5 positions qui ont varié. C'est ça que ça veut dire. Donc ce 5,2, il est mesuré par maximum de vraisemblance. Eh bien, ce 5,2, il veut dire que la branche ancestrale des métazoaires a évolué à une certaine vitesse pendant un certain temps. Donc vitesse R pendant un temps delta t. Et bien avec le raisonnement d'autocorrélation successive dont je vous ai parlé, et moyennement l'introduction de calibration paléontologique, c'est-à-dire qu'on introduit des fossiles dans la phylogénie de manière à avoir une approximation de l'âge de divergence de différents nœuds de l'arbre, on est capable de mesurer des taux de changement, exprimés en pourcentage de changement par million d'années. Eh bien, moyennant ces points de calibration, on peut par exemple en déduire que cette branche en bleu a évolué avec un taux de 0,034 qui est autocorrélé au taux précédent. Vous voyez qu'il va aller 0,036 et lui-même ici, il va dans le modèle diminuer en vitesse 0,032 ou accélérer dans l'autre branche. Donc vous voyez que c'est un modèle dans lequel en moyenne on ne s'écarte pas énormément d'hypothèses d'horloge moléculaire tout en ayant la souplesse d'avoir des accélérations, des ralentissements à chaque fois qu'on a une bifurcation dans l'arbre. Donc si on en déduit un taux de 0,034 par rapport aux branches ascendantes, eh bien 5,2 divisé par 0,034, on en déduit que cette branche a duré à peu près 154 millions d'années. Donc si le nœud précédent ici était à 695 millions d'années, on rajoute 154 millions d'années de durée pour la branche, et puis vous voyez que de nœud en nœud, comme ça, on est capable de poser une échelle. Branche très près de tel ou tel nœud de l'arbre et qui nous donne donc une approximation de l'âge géologique du nœud en question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un pari qui est un petit peu risqué de faire ça. C'est-à-dire qu'on parie sur le fait que les taux sont autocorrélés les uns aux autres. Et donc, ça veut dire qu'on a une variance sur les âges de divergence qui est assez importante. Je ne vais pas me cacher derrière le 849 ou le 154 qui paraissent étonnamment précis. C'est si on introduit l'incertitude qu'on a là-dessus, cette incertitude se compte en dizaines, vingtaines, cinquantaines de millions d'années. Et c'est une incertitude d'autant plus grande que l'on va vers les nœuds les plus profonds de l'arbre. Donc ici, vous voyez les petits rectangles qu'on devine à peine sur la diapositive. Ces petits rectangles de plus en plus larges, en fait, sont les intervalles de confiance à 95%. Donc vous voyez que l'origine de mes métazoaires, ici, on considère que c'est vers 700 millions d'années, mais ça pourrait être très bien 650 millions d'années ou 750 millions d'années. Bon, alors pour un géologue, et surtout quelqu'un qui va utiliser des isotopes radiogéniques ou non pour faire de la datation, c'est une marge d'erreur qui est absolument intolérable. Pour un biologiste qui essaie de savoir si les animaux sont apparus au début du Cambrien, au début du Protérozoïque ou à l'Adéen, c'est important quelque part, ça donne un ordre de grandeur. Donc il faut voir ça comme un outil qui donne un ordre de grandeur, plutôt qu'une réponse absolue, mais ça permet déjà de tester des scénarios évolutifs. J'avais cette partie grandée qui était surtout là pour vous montrer que quand on connaît une phylogénie et avec les longueurs de branches, eh bien, on a des outils pour, moyennant de l'information paléontologique, faire rentrer le temps absolu dans la phylogénie et avoir des fourchettes d'encadrement pour l'âge des différents nœuds de votre phylogénie moléculaire. Alors je vais terminer cette partie en vous montrant qu'on peut aussi utiliser les phylogénies pour brosser le portrait robot de nos lointains ancêtres. Donc le portrait robot des ancêtres communs hypothétiques dont on suppose l'existence. Ça je vous l'ai dit dès la première diapositive de cette présentation. Vu l'unicité et la diversité du vivant, on suppose qu'il y a eu des ancêtres communs, mais que ces ancêtres communs, dans la descendance avec modification, ils ont changé.
Mais quelque part, ils ont beau avoir changé, les espèces actuelles partagent un certain nombre de caractéristiques communes, d'autres des différences, et on a envie de savoir un petit peu quelles étaient les caractéristiques des ancêtres communs hypothétiques. Et en particulier, pour quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on aurait bien envie de connaître, le fameux Lucas, on a envie de savoir un petit peu quelles étaient ses caractéristiques. Et un débat qui a agité la littérature et qui l'agite toujours, c'est savoir est-ce que Lucas était thermophile ou est-ce qu'il était mésophile. Donc je trouve que ça rejoint pas mal ce que Hervé a montré hier, où on imagine une Terre, si c'était à l'AD1, une Terre complètement l'enfer, avec des chaleurs incroyables, ou au contraire une Terre très calme, avec des océans déjà formés. Ben ça, une autre manière d'y répondre, si on imagine qu'il y avait de la vie à cette époque-là, ça serait bien de savoir si Lucas, Lucas qui a donné naissance à ce qu'on connaît aujourd'hui, avait plutôt des caractéristiques mésophiles ou thermophiles. Et ça paraît un peu surprenant de le savoir à l'aide des données moléculaires, mais c'est comme ce que je vous ai montré tout à l'heure pour la corrélation en GC avec la longévité des mammifères. Eh bien, il y a des empreintes très profondes qui sont laissées dans les génomes ou dans les protéomes, c'est-à-dire l'ensemble des protéines des espèces, par rapport à leur trait d'histoire de vie. Donc, je vous en montre un autre exemple. Je vais passer sur cette diapositive-là. En 2007, il y a Zeldovich et collaborateurs qui ont fait une étude sur la variation en fréquence des acides aminés qu'il y avait dans les protéines de 86 micro-organismes. Donc 86, surtout essentiellement des bactéries qui ont été étudiées, pour lesquelles ils ont regardé un petit peu comment se distribuait dans l'ensemble du protéome la variation en chacun des 20 acides aminés fondamentaux. Et ils ont eu l'idée assez géniale de corréler ça à la température optimale de croissance des organismes en question. Donc ça, vous le savez depuis longtemps, puis c'est connu depuis longtemps. Il y a des bactéries qui sont mésophiles, il y a des bactéries qui sont thermophiles. On rencontre ça chez les bactéries, on rencontre ça aussi chez les archées. Il y a eu des transferts horizontaux qui sont responsables de ça. Bref, il y a pas mal de mécanismes qui font qu'on a des bactéries qui sont adaptées à des températures optimales de croissance qui des fois sont très élevées, qui sont de l'ordre qui peuvent être de 90 degrés, 95 degrés même. Et donc, ce que ces auteurs ont regardé, c'est quelle était la composition en acides aminés, si jamais il y a une composition en acides aminés qui expliquait les températures optimales de croissance. Et dans le graphe qui est ici, vous voyez qu'il y a une corrélation extrêmement prononcée, extrêmement marquée, entre la teneur de 7 acides aminés pour expliquer les variations de température optimale de croissance. Alors ces 7 acides aminés, c'est l'isoleucine, la valine, la tyrosine, le tryptophane, l'arginine, l'acide glutamique et la leucine. Donc en code à une lettre, c'est ce qu'on appelle IVivrel, I-V-Y-W-R-E-L. Donc le pourcentage d'IVivrel, donc le pourcentage de ces 7 acides aminés, corrèle de manière très marquée avec la température optimale de croissance. Alors attention, ils ont testé plein de combinaisons d'acides aminés, et là, quelque part, il faut voir ça sous l'angle de l'analyse de variance, c'est qu'est-ce qui explique le mieux la variance des différences de température optimale de croissance. Eh bien, c'est cette combinaison des 7 acides aminés-là qui explique le mieux les variations de température optimale de croissance. Pourquoi ? Alors là, les paris sont ouverts. Ces 7 acides aminés-là doivent avoir en moyenne un certain nombre de caractéristiques qui font que ça permet une meilleure adaptation aux températures élevées, sans avoir plus de détails sur le pourquoi de cette corrélation. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est que la corrélation, elle est extrêmement belle, et d'où l'idée de se dire que, quelque part, la manière simple de faire, c'est, connaissant la température optimale de croissance, eh bien, on regarde combien vaut IVivrel chez la bactérie qu'on manipule ou chez l'archée qu'on manipule. Mais l'idée, ça peut être aussi de retourner le raisonnement. C'est de se dire, si jamais on avait des bactéries pour lesquelles on est capable de mesurer IVivrel, eh bien, on pourrait en déduire la température optimale de croissance. Et d'où l'idée de faire ça, non pas sur les bactéries ou sur les archées actuelles, puisqu'on est capable de les observer et de savoir à combien elles vivent, mais de reconstruire ça le long d'une phylogénie. Alors dans les modèles probabilistes dont je vous ai parlé précédemment, à l'occasion du maximum de vraisemblance, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la sophistication actuelle des modèles permet de mesurer la composition, par exemple en nucléotides ou en acides aminés, à chacun des nœuds internes d'une phylogénie.
Donc ça, on est capable de le faire. On utilise ce qu'on appelle des modèles non homogènes, c'est-à-dire des modèles qui vont varier le long de chacune des branches de l'arbre phylogénétique. Et faisant ça, ça permet de propager des différences de composition de nucléotides ou d'acides aminés. Donc on est capable de reconstruire avec une bonne confiance la composition en acide aminé ancestral à chacun des nœuds d'une phylogénie qui est reconstruite sur des séquences protéiques actuelles. Alors ça c'est extrêmement intéressant parce que si on saute le pas suivant, si on applique une sorte de principe d'actualisme en se disant que ce qu'on observe aujourd'hui sur ces bactéries, ça a toujours été le cas, eh bien comme on est capable de mesurer la composition ancestrale en ivivrel à chacun des nœuds de la phylogénie, si on utilise la même corrélation, on est capable de déduire la température optimale de croissance à chacun des nœuds de la phylogénie qui connectent les archées et les bactéries. Donc ça a été fait par Bastien Bousseau et collaborateurs en 2008, ça a été fait par des gens de l'équipe de Manolo Gui, tout ça s'était fait surtout à Lyon ces dernières années. Et dans cette figure-là, je vous montre une phylogénie dans laquelle on a les bactéries en bleu, les eucaryotes en orange, les archées en vert. Les eucaryotes, ils sont en orange, marqués ici en orange, mais ils sont en gris dans la diapositive. Pourquoi ? Parce que vous savez que la dernière fois qu'on vous a plongé dans une cocotte minute, vous n'en êtes pas ressorti vivant. Okay ? Donc ça veut dire que les eucaryotes ne sont pas très doués pour résister aux hautes températures, multicellularité oblige. Donc la corrélation température élevée et température optimale de croissance qui varie de paramètres mésophiles jusqu'à thermophiles marche très bien en fait que pour les archées et que pour les bactéries. Donc pour les archées et pour les bactéries, partant des températures optimales de croissance actuelles et partant de la composition en ivivrel actuelle, eh bien on est capable de reconstruire à chacun des nœuds de la phylogénie la température supposée optimale de croissance. Donc vous voyez, une fourchette de 64 à 75 degrés pour les bactéries, de 45 à 65 degrés pour les archées, et des températures plus faibles de l'ordre de 20 à 37 degrés pour l'UCA, en tout cas le LUCA qu'on est capable de rencontrer à partir des bactéries, des eucaryotes et des archées. Et ça nous permet donc de déduire toutes les températures optimales de croissance ancestrales. Et ce que vous voyez, qui est frappant, c'est que ces données sont compatibles, en tout cas elles expliquent mieux un scénario dans lequel on aurait eu mésophilie chez Lucas, c'est-à-dire des températures optimales de croissance moyennes, de l'ordre d'une trentaine de degrés. Et en revanche, avec un Lucas mésophile, vous voyez qu'on a de la thermophilie chez certaines bactéries d'une part, de la thermophilie chez certaines archées d'autre part. Donc manifestement, on a l'impression que dans ce scénario-là, la thermophilie aurait été acquise plusieurs fois, dépendamment au cours de l'évolution. Donc les approches dont je viens de vous parler ici, les approches qui couplent la phylogénie avec l'évolution des compositions en acides aminés, sachant que ça a été fait aussi avec la composition en GSC des ARN ribosomiques, ça a été fait il y a un petit peu plus longtemps, ces indices vont dans le sens d'un Lucas qui était plutôt mésophile que thermophile. Alors ça, après, faut le replacer dans le contexte géologique et planétaire global. Le Lucas en question, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il a pu vivre. C'est pas parce qu'on a un Lucas mésophile que ça exclut forcément des formes de vie thermophile qui auraient été stérilisées auparavant. Vous voyez que la discussion est large. Mais en tout cas, on progresse un tout petit peu sur le chemin de ce à quoi ressemblait le portrait robot de Lucas. Donc vous voyez que moi l'approche que je vous montre, c'est partant des bactéries des archées actuelles, on remonte à Lucas. Et puis d'autres interventions que vous aurez dans cette semaine vous montrent comment, partant de la chimie prébiotique, on arrive vers Lucas. Donc vous voyez que cette question s'aborde par les deux angles. Donc l'angle qui me concerne ici vous montre que l'ancêtre commun le plus récent des formes de vie actuelles, eh bien leur signature au niveau du génome ou du protéome sont des signatures de type mésophile plutôt que thermophile. Conclusion, je vais faire une conclusion sous forme d'une comparaison entre évolution et complexité, dans la mesure où dans la vie courante, d'une part, et d'autre part, parmi beaucoup de scientifiques ou de biologistes, on associe évolution à complexité, ou plus exactement évolution à complexification, c'est-à-dire à l'apparition de structures de plus en plus complexes, et puis on a du mal à s'empêcher d'associer ça à la notion de progrès.
Donc quelque part, on a l'impression que l'évolution biologique va vers de plus en plus de progrès. En tout cas, c'est ce qui transparaît au travers des sociétés humaines. Et on a l'impression que le progrès au niveau des organismes, ça s'appelle de l'adaptation. On a l'impression que les organismes sont de mieux en mieux adaptés au fur et à mesure que le temps passe. Alors, conclusion, est-ce qu'évolution rime avec complexité ? Eh bien, pour répondre à cette question-là, je vais faire comme précédemment. Je vais voir s'il n'y a pas des contre-exemples. Et je vais vous montrer un premier contre-exemple fameux. C'est l'exemple de l'évolution d'une structure embryologique qu'on appelle le cellome chez les animaux multicellulaires qu'on appelle les métazoaires. Et les métazoaires qui, comme nous, réalisent leur développement embryonnaire à l'aide de 3 feuillets. Les 2 feuillets externes et internes classiques, l'ectoderme et l'endoderme, et avec un feuillet intermédiaire qu'on appelle le mésoderme. Donc, dans la littérature animale et zoologique classique, quand vous faites de l'embryologie, ça je vous l'avais dit très tôt, quand les plans d'organisation sont trop différents, on revient au stade embryonnaire précoce de manière à pouvoir comparer les animaux. Eh bien, les métazoaires triploblastiques ont très souvent été comparés au niveau des stades précoces du développement embryonnaire, et notamment au travers d'une structure qu'on appelle le cellome. Et ça a permis de distinguer les groupes, 3 grands groupes, les acélomates, les pseudocélomates et les célomates. En tout cas, ça c'est ce que vous trouvez normalement dans tous les manuels classiques de zoologie, et normalement c'est ce que tout le monde a appris un jour ou l'autre. Je me trompe ou pas ? Non. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le développement embryonnaire, sachez que nous, les mammifères, et tous les métazoaires qu'on appelle triploblastiques, donc les annélides, les mollusques, les vers de terre, etc., on a un développement embryonnaire qui fait appel à un feuillet externe qu'on appelle l'ectoderme, qui donnera des structures, par exemple les structures nerveuses. Un feuillet interne qu'on appelle l'endoderme, qui donnera par exemple les structures digestives. Et puis entre les deux, un feuillet intermédiaire qu'on appelle le mésoderme, donc le feuillet du milieu, littéralement, et dont on a montré que ce mésoderme est à l'origine de la complexification de tous les plans d'organisation que l'on rencontre chez les métazoaires. Autrement dit, quand vous êtes un métazoaire qui n'a pas le mésoderme, vous êtes soit une éponge, soit une méduse, soit une hydre, donc des choses qui marchent très bien, qui vivent très bien, mais qui n'ont pas la complexité morpho-anatomique que l'on rencontre chez des animaux comme les arthropodes ou les vertébrés. Donc ce mésoderme, c'est une innovation évolutive qui a permis de complexifier les plans d'organisation. Et cette innovation évolutive, en fait, elle s'est accompagnée de 3 tendances. Elle s'est accompagnée du fait que chez certains animaux, on est resté sur ce plan de base-là, avec 3 feuillets embryonnaires, pas de structure particulière, et c'est ce qu'on appelle les acélomates, et c'est ce qu'on rencontre chez des vers plats comme les platelmintes. Alors, les platelmintes, vous connaissez tous, le ver solitaire fait partie des platelmintes, mais il faut savoir que tous les platelmintes ne sont pas parasites, il y a des platelmintes qui sont libres, comme par exemple les planaires. Vous avez chez certains animaux comme les nématodes, qu'on appelle communément les vers ronds, vous avez une petite particularité qui est le fait que le mésoderme et l'endoderme vont ménager entre les deux une cavité lors du développement embryonnaire, cette fameuse cavité qu'on appelle le cellome entre guillemets, c'est ce qu'on appelle en fait un pseudocellome. Donc en fait ce pseudocellome, il résulte du fait que une cavité se développe entre les 2 feuillets les plus internes. Et en fait, la plupart des métazoaires triploblastiques ont un mésoderme qui se creuse de la cavité qu'on appelle le vrai cellome. Donc vous voyez la différence entre pseudocellome et cellome. Le cellome, c'est le creusement de cavité cellomique dans le mésoderme, tandis que le pseudocellome, c'est une cavité qui se délimite entre l'endoderme et le mésoderme. Peu importe. Le résultat est que chez les cellomates, en restant au niveau des vers, pour comparer des choses qui se ressemblent un tout petit peu, des lombriques, des vers de terre, qui font partie du groupe des annélides, sont typiquement des cellomates. Alors, comment les gens ont vu l'évolution de ce cellome et de ces plans d'organisation de manière traditionnelle ? Très simplement, en disant au départ, le cellome n'existait pas, pas de cellome, c'est-à-dire qu'on a un plan d'organisation classique avec les 3 feuillets embryonnaires, puis des balbutiements dans l'invention de cavités qui permettent d'avoir des plans d'organisation plus compliqués, donc des balbutiements sous la forme d'un pseudocellome, jusqu'à arriver au cellome tel qu'on le rencontre chez la majorité des triploblastiques, et ça donne ça par exemple chez les arthropodes d'une part ou chez les vertébrés d'autre part.
Ce qui fait que la phylogénie supposée des grands groupes a été directement affectée par cette vision de complexité croissante pour le développement embryonnaire. Si on prend des groupes externes comme les choanoflagellés ou des diploblastiques comme les cnidaires, les gens ont longtemps imaginé que le premier rameau évolutif, c'était les platelmintes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de célome, ils avaient l'état ancestral. Qu'après, on passait au deuxième rameau, les nématodes, avec leur faux célome, et puis qu'en fait, on culminait dans l'évolution graduelle vers plus de complexité et quelque part plus de progrès embryologique, avec des animaux, des grands groupes d'animaux comme les arthropodes d'une part, ou les craniates d'autre part. Les craniates, c'est à peu près synonyme des vertébrés, d'accord? Donc vous voyez que les arthropodes, c'est un groupe extrêmement différencié dans la nature actuelle, avec notamment les insectes, et puis les craniates ou les vertébrés, vous les connaissez tous, parce qu'on en fait partie. La phylogénie moléculaire et notamment la phylogénomique, c'est-à-dire la phylogénie impliquant de l'information à l'échelle du génome, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de plein de séquences différentes. La phylogénomique a donné une image différente de cette phylogénie. Alors à droite, c'est l'image phylogénétique dans laquelle je vous ai rajouté quelques groupes supplémentaires. Alors je vous fais l'histoire en bref. Les données de phylogénomique les plus récentes ont montré quoi? Ont montré qu'en fait, les animaux triploblastiques se divisent en trois grands groupes. Il y a le groupe des animaux proches des annélides et des mollusques, qui répondent au nom barbare de l'ophotrochozoaire, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a les nématodes et les arthropodes qui font partie du groupe des ecdysozoaires. Ça, les ecdysozoaires, c'est une façon élégante de dire les animaux qui muent, parce que l'ecdysone, c'est l'hormone de mue. Donc là, on a un clade des animaux qui muent. Et puis, vous avez les deutérostomiens. Les deutérostomiens, eh bien, c'est le groupe qui comprend les échinodermes, par exemple, comme l'oursin ou l'étoile de mer, et puis les craniates dont nous faisons partie. Et les deutérostomiens, c'est une autre caractéristique du développement embryonnaire qui a trait à la chronologie avec laquelle la bouche et l'anus se forment lors du développement embryonnaire. Et puis vous voyez que dans cette phylogénie où on a trois grands groupes d'organismes, les deutérostomiens, les ecdysozoaires et les lophotrochozoaires, les lopho- et ecdysozoaires sont plus proches parents l'un de l'autre qu'ils ne le sont des deutérostomiens. Et ça, c'est ce qu'on appelle les protostomiens. Bon, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir quelles sont les conséquences évolutives par rapport à l'évolution du célome que cela implique. Alors, en rose, ici, je vous ai mis sur la moitié du nom des organismes quand est-ce qu'ils possèdent du célome, en vert quand est-ce qu'ils possèdent un pseudo-célome, et en bleu quand est-ce qu'ils n'ont pas de célome. La grande surprise, c'est de voir que les platelmintes ne branchent pas du tout en position initiale et profonde dans l'arbre des métazoaires, mais les platelmintes se branchent dans une position qui est plutôt terminale. Vous voyez, si ici on a l'ancêtre commun de tous les métazoaires triploblastiques, vous voyez qu'il y a un premier nœud et au moins un deuxième nœud majeur dans l'histoire évolutive avant d'arriver aux platelmintes. Conséquence de ça, l'interprétation la plus économique en termes de changement de plan d'organisation, c'est de supposer que l'ancêtre commun de tous les métazoaires, c'était un animal qui possédait le célome. Comme ça explique qu'on retrouve du célome chez plein de groupes phylogénétiquement indépendants. Vous voyez les annélides et les mollusques dans le premier clade ici, les arthropodes dans le deuxième clade, ou les craniates ou les échinodermes dans le troisième clade. Donc un ancêtre, un célome ancestral. Une innovation évolutive quelque part chez les nématodes, c'est-à-dire que les nématodes se seraient engagés dans une voie très particulière dans le formé ou a disparu puis a été remplacé par un pseudocélome. Et de manière que je trouve extrêmement intéressante, c'est de voir que les platelmintes qui sont en position terminale dans mon arbre ici, on est obligé de supposer qu'ils ont secondairement perdu le célome. Et ça nous emmène sur une notion extrêmement importante en évolution, qui est la notion selon laquelle que quand vous n'observez pas une structure chez un organisme, en fait, il y a deux possibilités, là on n'en voit toujours qu'une seule. Quand la structure n'est pas présente, on imagine toujours qu'elle n'a jamais été présente. Et en fait, on a de plus en plus de cas, grâce à la phylogénie, qui nous montrent qu'en fait, il y a des cas de perte secondaire dans laquelle la structure est apparue, puis a été secondairement perdue. Alors c'est évident quand on parle des serpents. Vous savez que les serpents sont des tétrapodes. Toutes les caractéristiques autres que les membres montrent que les serpents se rangent dans les tétrapodes. Ça se range même proche des lézards, par exemple. Mais en revanche, les serpents, ils ont secondairement perdu leurs membres. Même si avoir des membres, c'était très intéressant quand les premiers vertébrés terrestres ont conquis le milieu terrestre et ont progressivement remplacé leurs nageoires par des membres. Eh bien, ces membres,
tout intéressant soit-il, ils peuvent être perdus quand vous adoptez un mode de vie fouisseur ou rampant. D'accord ? Donc de la même façon, ce n'est pas parce que vous n'observez pas de membres actuellement chez les serpents qu'il faut penser qu'ils n'en ont jamais eu. Les ancêtres des serpents avaient des membres. Les platelmintes, c'est pareil, c'est pas parce que vous n'observez pas de célome qu'ils n'en ont jamais eu. Ici, on a la preuve phylogénétique que manifestement, l'absence de célome est un caractère secondaire. Ils ont secondairement perdu le célome. Donc, on a un magnifique contre-exemple qui nous dit que évolution n'est pas synonyme de complexification. Donc, évolution n'est pas synonyme de complexification. J'avais un deuxième exemple pour enfoncer le clou, c'était l'exemple des mitochondries chez les eucaryotes. Donc pour ça, j'avais une petite aventure à vous raconter, celle d'un Gaulois que vous connaissez tous, qui s'appelle Mitochondrix. Nous sommes au 3e millénaire après Jésus-Christ, en 2014. Tous les eucaryotes sont occupés par les mitochondries. Tous les eucaryotes, non. Alors, normalement, ça doit vous rappeler quelque chose. Il y a quelques irréductibles protistes qui résistent encore et toujours à l'envahisseur. Et en fait, la vie n'est pas facile pour les garnisons de taxons animaux qui sont guettés par ces protistes, vu que les protistes en question sont parasites. En fait, vous avez 3 rameaux d'eucaryotes, de protistes et d'eucaryotes qui sont dépourvus de mitochondries. Giardia, que je vous avais montré au départ, donc, qui fait partie du groupe des diplomonadines. Trichomonas, qui fait partie du groupe des trichomonadines. Et les microsporidies. Donc, vu l'heure, je vous passe très vite là-dessus. Ces groupes n'ont pas de mitochondries. Or, la mitochondrie, c'est l'apanage par excellence des eucaryotes. Donc, il y a des phylogénies qui avaient été reconstruites des eucaryotes au départ, qui mettaient, pour d'autres raisons d'ailleurs, ces taxons en position plutôt basale dans l'histoire évolutive des eucaryotes. Donc, il avait été postulé que l'endosymbiose mitochondriale s'était faite après, postérieurement, au cours de l'évolution, que les diplomonades, les trichomonades et les microsporidies soient apparus. Donc il y aurait eu des groupes sans mitochondries, ces 3-là, et des groupes avec mitochondries, tous les autres groupes eucaryotes, dont les animaux, dont nous faisons partie. Puis en fait, il y a des phylogénies moléculaires qui ont montré que dans le génome nucléaire de ces organismes, il y avait des traces de protéines qui sont à affinité mitochondriale, et que des phylogénies reconstruites à partir de protéines telles l'HSP70, qui est une protéine mitochondriale typique, montraient qu'on a un groupe d'organismes pour lesquels les mitochondries forment un groupe monophylétique, c'est-à-dire un groupe issu d'un même ancêtre commun, et que dans ce groupe où on a des mitochondries humaines, de drosophiles, de levures ou de plantes ou de protistes, eh bien, de manière très surprenante, au milieu de ce groupe d'eucaryotes avec mitochondries, eh bien, on trouve Nosema. Nosema, c'est une microsporidie, et on trouve par exemple Trichomonas. Donc très bizarrement, les mitochondries, les groupes dépourvus de mitochondries avaient pour certains marqueurs nucléaires une phylogénie qui était parfaitement compatible avec la phylogénie d'organismes possédant des mitochondries. D'où l'idée que les mitochondries auraient pu être secondairement perdues chez ces organismes. Et il y a des études de cytologiques et de marquage immunologique qui ont révélé la présence de fantômes mitochondriaux, qu'on appelle des mitosomes, chez certains de ces organismes. Donc là, la phylogénie a permis de prédire l'existence de fantômes de mitochondries chez ces organismes à l'aide d'arguments phylogénétiques. Donc si on résume ça, là je vous ai mis un arbre un petit peu simplifié pour lequel il y a pas mal d'incertitudes au niveau des branchements phylogénétiques, dans lequel on a les bactéries, les archées et les eucaryotes. Plusieurs rameaux d'eucaryotes comme les opisthocondres, c'est-à-dire la parenté animaux-champignons. On sait à l'heure actuelle que les microsporidies sont des proches parents des champignons, voire même pour être un rameau à part entière de champignons. Donc ça suppose que les mitochondries ont été perdues chez les microsporidies. Les diplomonadines et trichomonadines, on ne sait pas trop où les brancher dans l'arbre des eucaryotes, mais en tout cas, leur position relativement interne laisse supposer qu'il y a eu un seul événement d'endosymbiose mitochondriale chez l'ancêtre commun de tous les eucaryotes, et que ces mitochondries ont été secondairement perdues au moins chez les microsporidies, chez les trichomonades et chez les diplomonades. Il y a même des groupes, chez certaines amibes aussi, qui sont dépourvus de mitochondries. Donc manifestement, une structure aussi importante que la mitochondrie peut être perdue au cours de l'évolution. Donc encore une fois, l'endosymbiose mitochondriale nous montre plusieurs pertes indépendantes, confirmant le fait que l'évolution n'est pas toujours synonyme de plus de complexification. Diapositive finale. Si évolution ne rime pas avec complexification, on peut se demander si elle rime avec quelque chose. Alors si je pose la question, c'est que la réponse est oui.
Il faut remonter à un célèbre généticien des populations des années 1930, Fischer, qui avait posé le théorème dit fondamental de la sélection naturelle. Fischer avait montré que, en génétique des populations, pour toute population à tout instant, la vitesse à laquelle la valeur sélective change, c'est égal à la variance génétique de cette valeur sélective à l'instant considéré. Donc je n'ai pas trop le temps d'entrer dans les détails, mais ce théorème nous montre que plus une population va avoir sa valeur sélective qui va changer rapidement, plus pour ça il faut qu'il y ait de la diversité génétique dans la population. Ce n'est pas très étonnant au vu de ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut beaucoup de polymorphisme, beaucoup de variance dans la fitness pour que cette valeur change. Or, si vous avez fait de la statistique, vous savez qu'une variance, c'est le carré de l'écart-type. Un carré est toujours positif. Donc, quelque part, ça veut dire que le taux de changement de la fitness dans les populations, de la valeur sélective, est une quantité positive. Donc, si le taux à laquelle la valeur sélective change est positif, ben, ça veut dire que c'est une valeur qui augmente peut-être lentement, mais qui augmente toujours. Donc, la variance était toujours positive. La valeur sélective moyenne d'une population ne peut qu'augmenter quelque part. Donc, pour conclure, en biologie, quand on regarde la flèche du temps, pour orienter la flèche du temps, on ne peut pas se servir de la complexité, puisqu'on a vu plein de contre-exemples, enfin, pas plein, mais je vous en ai montré 2 marquants, des contre-exemples montrant que l'évolution ne rime pas avec complexité. En revanche, on voit que dans le niveau populationnel, la valeur sélective plus faible va conduire petit à petit à une valeur sélective plus forte si on laisse suffisamment de temps s'exprimer. Et le parallèle qu'on peut faire, c'est que vous avez d'autres grandeurs dans d'autres domaines de l'exobiologie qui augmentent au cours du temps. En physique, par exemple, c'est l'entropie. Vous savez que l'entropie ne fait qu'augmenter. On passe d'une entropie plus faible à une entropie plus forte. Et voilà, je crois que j'ai fait mon job. J'ai réussi à articuler l'évolution et la biologie avec d'autres domaines de l'exobiologie. Voilà, avec la physique.